C'est encore beaucoup plus difficile. Peut-être c'est ça aussi, c'est qu'on dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu. Oui, mais peut-être ça aussi. On doit d'abord. et qui est-ce qui avait dit ça? Maintenant, c'est un philosophe. Connais-toi toi-même, je crois que c'est comment ça? Moi, c'est Socrate. Socrate. Oui, mais c'est contre tous ces postulats qu'il est parti. Non, Manu. tu as raison, mais quand il dit ça, vous avez le même idée, parce que quand quelqu'un il cherche à se connaître lui-même, il doit connaître ce qu'il est, s'il a des êtres suprêmes ou pas. Tu vois? Ouais. Mais c'est ça, c'est l'erreur que les gens font. Ils ne cherchent pas à se connaître eux-mêmes. Oui, c'est ça. Les gens ne cherchent pas à se connaître, ou du moins, ils cherchent à se connaître dans des structures ou avec des méthodes qui ne sont pas adéquates. C'est des méthodes qui... Pardon, Kalmas, il est arrivé. Il a créé son parti, tous ses cours qu'il a fait en 1940, là-bas, et il a essayé de parler un peu des systèmes de domination, la lutte des classes. Et disons que le marxisme, c'est vrai, une science, une méthode qui doit nous permettre de pouvoir comprendre l'être humain ou l'individu, tu vois, qui est soumis à ce qu'il a appelé les appareils idéologiques de l'État. Donc pour lui, c'est systématiquement l'État qui met des appareils idéologiques en place et que le pouvoir de domination traverse ces appareils comme on appelle, idéologie de l'État pour conditionner l'homme ou pour pouvoir, comme on appelle, perpétuer tout ce qui est classification qu'on appelle de la population. Donc il va avoir des classes des ouvriers, des classes des bourgeois, toutes ces classes-là, et que ce sont des idéologies qui vont se perpétuer à travers des générations. Donc il va faire quoi? Mais si on parle de la norme de la satisfaction de l'être humain, est-ce que c'est mal que l'être humain reconnaît qu'il a un être supérieur à lui? Mais tout ça vient en être supérieur à lui. Moi, je parle de l'homme. Non, je parle de l'homme, en fait. Moi, je parle de l'homme. Non, moi, je parle aussi de l'homme. Je dis, est-ce que c'est mais l'être qui est supérieur à lui, c'est qui? Non, mais je dis, est-ce que c'est anormal que quelqu'un pense comme ça? Parce qu'il y a aussi la liberté de penser. Non, moi, je ne parle pas d'anormalité s'il pense comme ça. Mais moi, je dirais simplement qu'il pense comme ça et que moi, je ne pense pas de cette manière. Et ce que c'est des relations de nos idées. Tu vois, c'est les rapports de force. C'est les rapports, c'est la force de l'argumentation maintenant. La force, comme on appelle, de la démonstration, qui va faire émerger une certaine vérité, une certaine rationalité. Parce que on ne conteste pas, moi je ne conteste pas comme Foucault, je ne conteste pas la rationalité de l'être humain. C'est vrai qu'on a une conscience. On a une conscience. Mais dès lors qu'on rentre dans la société, cette conscience ne saurait nous définir. Cette conscience ne saurait définir nos actes à elle seule. Ne saurait définir nos actes. Cette conscience devient une unité parmi tant d'autres, à partir de laquelle on pourrait éventuellement saisir l'homme. Et donc de le comprendre dans ce qu'il est, ou de l'expliquer d'expliquer les réseaux dans lesquels il se meut. Et donc de pouvoir l'aider à le faire. Est-ce que tu crois à la loi de la nature? Waouh! Quand tu parles de la loi de la nature, je crois que quand j'ai consulté certaines choses, en parlant de la loi de la nature, là tu poses un problème. Tu poses un problème fondamental de la répartition des objets d'étude. Parce que tout à l'heure, tu as parlé des sciences pures et des sciences molles, peut-être qu'on appelle les sciences sociales. Maintenant, la loi de la nature, de quelle loi tu parles? Est-ce que c'est la loi biologique? Est-ce que c'est la loi de la science pure naturelle, la loi avec les plantes, dans les spécificités? Mais même les plantes n'ont pas une certaine homogénéité. C'est-à-dire les plantes, quand tu prends, il y a les différentes espèces. Il y a des plantes qui ne peuvent pas vivre les unes à côté des autres parce que elles vont se bouffer entre elles. Comme les animaux, quand tu prends les animaux. Après, je connais pas, j'ai pas fait comment on appelle, la biologie, donc je ne connais pas bien les noms des espèces, mais il y a des espèces qui ne peuvent pas vivre dans le même environnement. C'est-à-dire qu'il y a une loi de la nature. Non, excuse-moi. Donc la loi de la nature, elle existe à travers la répartition des espèces qui peuplent la nature, mais à travers aussi la... l'homme aussi. Non, excuse-moi. Quand je parle de ça, l'homme est dans la nature, donc je parle de tout le monde. C'est comme pas vivre avec un serpent dans la même maison. Tu vois? Donc à travers l'espace qu'on utilise, les espaces qui sont dévolus à notre propre existence, ce sont des conditions de notre émergence. Ce sont des conditions de vie. De la même manière, je ne peux pas vivre avec un serpent dans ma maison. De cette même manière, peut-être qu'un lion ne vivrait pas avec une gazelle. En fait. Donc, il y a une loi de la nature. La loi de la nature, mais moi je parlais plutôt de la loi de la répartition des espèces. Il y a Darwin qui avait parlé de ça un peu en parlant. Mais cette loi de la nature, elle évolue. Elle est changeante. Elle n'est pas homogène. Elle n'est pas une loi homogène, transhistorique, c'est-à-dire qui traverse toute une histoire de l'existence de l'être humain. À un certain moment donné, peut-être qu'il y a des serpents qui ne pourraient pas vivre dans un tel type de forêt, mais maintenant qui peuvent vivre dans ce type de forêt parce qu'il y a des changements climatiques. Tu vois? Et donc là, je suis d'accord avec la loi de la nature. Mais la loi de la nature, elle est liée comme on appelle, au conditionnement ou à la réalisation de l'espèce qui évolue dans cette nature. Voilà pourquoi il y a des gens qui s'étonneront d'avoir peut-être des criquets à des saisons, par exemple en Afrique, à des saisons sèches, ou à des saisons qui ne sont pas appropriées, ou à des saisons qui dépassent leur entendement, ou qui bousculent leurs habitudes. Parce que c'est ça l'homme. L'homme n'a pas envie de réfléchir longtemps. En tout cas, sur beaucoup de choses, il n'a pas envie de fournir beaucoup d'efforts. C'est la paresse naturelle. Donc, il y a une loi de la nature. Mais cette loi de la nature, elle n'est pas homogène. Elle est changeante. Elle évolue en fonction des périodes, en fonction des phénomènes des contextes. Tu dis certaines lois de la nature. Parce qu'il y a aussi certaines lois qui n'ont jamais changé. Qui sont immuables, voilà. qui ne changent pas, voilà. qui restent tout le temps. C'est comme ça. En fonction de nos savoirs, on a l'impression que ça ne change pas. Mais il y a forcément des changements. Il n'y a pas de continuité. Il y a forcément des changements. Parce que même quand tu prends, c'est Darwin qui avait fait comment on appelle l'étude des espèces et tout cela. Mais même quand tu prends la philosophie de Darwin, avec l'étude des espèces, tu te rends compte que les espèces, même dans leur évolution, parce qu'il a dit que l'homme est parti de l'homo, tout ce qui est primate, pour atteindre la position dans laquelle nous sommes. Donc même de là où nous sommes amenés à quoi faire? À changer encore, à évoluer.
Tu vois? Mais c'est là qu'on dit, alors, puisque la loi, elle n'est pas finie, on ne peut pas la prendre dans sa dimension finie, parce qu'elle est évolutive et elle évolue, tu comprends? Alors, il faut saisir l'homme dans ses positivités. C'est-à-dire positivité, c'est-à-dire dans ce qu'il est maintenant. Donc, le présent est quelque chose de très fondamental pour Foucault. Le présent est quelque chose de très fondamental mais le présent aussi est beaucoup plus compréhensible à travers une certaine historicité, c'est-à-dire à travers une certaine histoire, pour pouvoir comprendre le présent, et de sorte à pouvoir certainement construire le futur. Mais maintenant, je comprends ta question, elle cache beaucoup de choses. C'est que ta question, c'est laquelle? C'est que, est-ce que moi je ne croirais pas à un être transcendantal qui gérerait tout cela? À un certain moment donné, ce n'est pas une question nouvelle. Les gens ont pensé à cela, les gens ont débattu là-dessus, il y a des philosophes qui en ont suffisamment parlé. Mais moi, je me dis que la conscience, parce que pour avoir Dieu, il ne faut pas être inconscient. C'est inconscient, comme Freud d'ailleurs le dit, que l'inconscient pourrait gérer nos vies à travers les désirs refoulés et tout cela, mais cet inconscient ne peut pas à lui seul définir, comme on appelle, ce que l'homme est. Parce que l'homme aussi, il faut le saisir dans ce qu'il vit, dans sa positivité, dans les situations réelles dans lesquelles il évolue. Il faut le voir dans les rapports qu'il entretient avec son environnement, dans les rapports qu'il entretient avec ses semblables, et dans les rapports qu'il entretient avec ses convictions. Mais ses convictions, et surtout avec ses conditions d'existence. Voilà pourquoi c'est toujours très important. C'est ce que tu dis aussi, il y a un philosophe allemand, Habermas, qui a parlé de ça aussi, de cette dimension transcendantale de la communication, pour dire que, pour lui, que l'homme est dans des systèmes transcendantaux qui lui permettraient de pouvoir communiquer avec les gens, et donc élaborer des stratégies. Parce que moi, je me dis, s'il y a une autre subconscience qui existe, c'est parce qu'il y a peut-être des communications avec les gens. Imaginons, je ne dis pas que ça se fait tout le temps. On est assis comme ça. Directement, tu es là, tu dis, je vais aller dormir. Je dis quoi, tu dis, moi, je savais. 2 minutes plus tard, tu as la maison qui s'éprend. C'est ta conscience qui travaille. Ah bon? Ouais. Bon, peut-être ta conscience n'est pas, c'est pas ça, mais le subconscient peut avoir travaillé, comme tu le dis, je ne dis pas forcément le contraire. Mais il y a certaines personnes qui forcent à ouvrir cette troisième main. Qui forcent à ouvrir cette troisième main. Ils essaient d'avance. Mais ce qu'on appelle une subconscience, ça peut t'aider ou ça peut pas aussi t'aider. Ça te laisse le choix. Bon, là, je comprends. Si tu veux qu'on définisse. Parce que si moi je te dis, Charlie, on va aller tuer quelqu'un. Si ta conscience n'est pas d'accord. C'est quoi? C'est que dans le subconscience, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui se dit c'est contre la nature. C'est pas une histoire de subconscient, mais c'est ça justement, on est d'accord avec. On te dira que sur ce point, et là, après ça, je vais expliquer, il va revenir un peu sur l'homme, mais là, on te dira, quoi? Ce sont les normes de la société. Ce sont les normes qui existent. Parce que si tu tues, tu sais à quoi tu t'attends. Non, c'est pas question de normes de société. C'est question aussi de la personne. En fait, c'est pas question, il n'y a pas toujours question de normes de société. Il n'y a pas toujours question de normes de société. Tu n'as pas besoin. Je comprends que tu dis aussi. C'est vrai, parce que pour tuer, c'est mal. C'est comme la société n'est. C'est vrai ou pas? Ouais, je savais pas celui en fait. Mais je dis que, non, il y a des trucs, c'est que tu dis, cette norme de société-là, ça n'affecte pas ta conscience. Tu m'as expliqué tout à l'heure. Ça n'affecte pas ta conscience. Si. Bon, ouais, c'est sûr, ça affecte ta conscience. Ça affecte la conscience. Mais qu'est-ce que tu disais? Ça ne fait pas affecter, je peux dire. Je disais que si quelqu'un veut comprendre ou veut décrire les dispositifs de relations de pouvoir dans lesquels les gens sont, on ne peut pas comprendre ces dispositifs à travers la conscience. Mais je ne dis pas que l'homme n'ait pas de conscience. L'homme a une conscience. Quand tu lis Descartes, tu vas te rendre compte avec, comment on appelle son truc là. Tu connais bien Descartes, la raison critique, la conscience, René Descartes. Vous avez étudié ça au lycée, non? Non, moi je n'ai pas étudié ça. Je connais René Descartes. Voilà. J'avais un grand truc avec. Je me rappelle plus de son bouquin. Mais il a parlé de la conscience, du primat de la conscience. Lui, pour lui, cogito ergo sum. C'est lui le mari de l'autre là. Ok. René Descartes, c'est pas le mari de maternité de comment on l'appelle. C'est qui vient de mourir là? Ouais. Non, je n'ai pas vraiment étudié Descartes, je ne suis pas philosophe. Je suis un communicologue qui étudie des méthodes philosophiques. Mais ce que je veux dire. Simone de Beauvoir. Ah, de Beauvoir, la dame des fers. Certainement. Mais ce que je veux dire, il a pas du primat de la conscience, que c'est à travers la conscience qu'on pouvait comprendre l'homme. Freud est arrivé, il dit non, c'est pas la conscience, c'est l'inconscient. Tu comprends? Après, il y a des gens qui arrivent, même Freud, il a critiqué, je crois, il a critiqué un peu Foucault, pour dire non, qu'on ne peut pas saisir. Mais maintenant, ce que je vais dire, l'homme peut être saisi sur 2 dimensions. Il y a l'homme anthropologique, c'est-à-dire homme des chairs qui vit avec nous, tel que je te vois Manu, tu as telle taille, avec toutes les dimensions qu'on connaît de toi, telle forme, tel poids, tel goût, tu as. Ça, c'est l'homme qu'on connaît, c'est en chair et en os. Et il y a un homme qui traverse les individus et qui se loge dans l'espèce humaine. L'espèce anthropologique, en fait, c'est ça, en fait. Qui se loge dans, c'est-à-dire l'homme en tant que tel, qu'il soit noir, on s'en fiche de toutes les déterminations extérieures. Tu comprends? Quand on a ces 2 dimensions de l'homme, de quel homme il s'agit? De quel homme nous sommes en train de parler? Sommes-nous en train de parler d'un homme que moi je vois en chair, qui est capable d'aller, qu'on appelle discuter avec des gens, de rentrer en relation de pouvoir avec les gens? Ou est-ce que je suis en train de parler de l'homme philosophique? Est-ce que je suis en train de parler de l'homme philosophique
qui est cet être qui se distingue des animaux. De la nature, c'est physique ou pas? Qui se distingue des animaux, qui se distingue de tout cela. Maintenant, pour revenir à ça, quand tu vas me mettre dans la logique des sciences naturelles, l'être humain, tu vas le définir comme tu décris mon chien. Donc, tu vas le décrire à travers tout le dispositif qu'on a mis en place pour lui créer un discours, avec sa forme, sa taille, ses pieds, ses orteils, ses yeux, la couleur de ses pieds, de ses dents. Tu vois? Non, mais moi, je dis, écoute, c'est pas que je dis que tu as raison. Tu peux être. Non, c'est la liberté. En fait, je laisse la liberté. Tu peux être contre. Mais c'est juste. Non, mais je disais qu'il y a des gens, on parle de ça comme, déjà, l'homme fait ce qu'il voit. Le palpable. Si je parle peut-être des ancêtres, je donne un exemple. Notre premier c'est nos ancêtres. Parce que c'est des gens qui ont vécu, on connaît leurs histoires déjà. Peut-être qu'ils vont nous parler des ancêtres, peut-être on va tomber dans je sais pas quoi. Mais si on parle de nos ancêtres, il y a des gens qui ont des problèmes. Il fait des je sais pas quoi, des catastrophes, quoi que ce soit. Et son problème physique est réalisé. Maintenant, là, tu vas dire quoi? Son problème physique est réalisé. Exemple, Drogba, il se casse les pieds là-bas. Là, tu vas parler peut-être des gens de l'homme bien. Je sais pas du quoi. Drogba, son pied est cassé là-bas. Il a pris pour bled. On lui met je sais pas quoi dans le pied. Directement, il guérit. Tu vas dire quoi? Mais qu'est-ce que nous sommes non, là, tu vas dire, non, je sais pourquoi je te demande ça. Là, tu vas dire que c'est peut-être l'intelligence, ou soit c'est la connaissance de l'homme qui a pu l'amener là, non? Mais ce mec, il a un savoir. Non, mais qui produit du savoir? Mais il a un savoir. Qui produit du savoir, en fait? Attends, mais moi je sais pas qui produit du savoir. Parce que tu peux m'accuser de question comme ça, comme il essaie de développer aussi. Ouais. Mais ce que je veux dire, moi je ne rentre pas dans les mythes. Parce que ce que tu es en train de dire, ça c'est une certaine mystification de la pratique. Parce que tout ce que nous faisons, ce sont des pratiques. Il y a des pratiques sociales, des pratiques discutibles, des pratiques politiques. Il y a des choses qu'on met en pratique. Non, bah non, même sur... Excuse-moi, il y a des choses qu'on met en pratique. Non, tu as posé un problème, laisse-moi répondre. Ou si tu veux. Non, mais j'ai dit parce que tout à l'heure, là, on parlait. Notre grand problème, c'est le savoir. Maintenant, moi, je voulais savoir qui produit. Selon toi. Qui produit le savoir? Oui. C'est nous tous, on produit le savoir. Comment l'être humain, il a conscience qu'il peut marcher? Comment l'être humain, il a cette conscience? De toute façon, on est doué d'intelligence. Que les autres espèces n'ont pas. On est doué, on a un cerveau dont les ramifications, dans les éléments, nous permettent de pouvoir cogiter. Mais moi, mon problème ne se situe pas à ce niveau de la conscience. Mon problème ne se situe pas au niveau de l'inconscient de l'être. On ne dénie pas l'inconscient à l'être humain. Mais c'est le processus d'explication des conditions qui font apparaître l'homme. Ce sont ces conditions que moi je vais étudier. Moi, je ne vais pas étudier la psychanalyse de l'homme, parce que la psychanalyse en elle-même, elle n'a pas été créée sur des raisons qui soient vraiment humanistes. La psychanalyse, ça a été une stratégie. C'est un discours stratégique pour des gens, pour un certain nombre de gens qui avaient le pouvoir dominer davantage. Mais maintenant, tu as posé une question. Quand tu dis non, qui est-ce qui crée le savoir? C'est le savoir dont tu parlais, le savoir qui échappe peut-être à notre raisonnement, à notre conscience, et que le mec qui met deux bâtons et à la seconde, il tapote dessus, ça marche. Mais il a le secret de son savoir. Et c'est d'où est-il son savoir? Tu sais que je vais te dire une chose. Là, tu vas dire. D'accord? Non, continue. Mais je vais te dire une chose. Sur le sexe, par exemple, le discours sur la sexualité. À un certain moment donné, les gens ne pouvaient pas parler de sexe. Dans tous les coins. Il y a des salons où, à table, tu peux parler de sexe. Et même quand tu fais l'adultère, de sorte que, quand tu fais l'adultère, c'est encore beaucoup plus dangereux. Même les prostituées. Il fallait que les gens se cachent, il y avait des maisons closes pour pouvoir parler de sexe. Donc, mais l'être humain, il avait cette envie de produire du discours sur ses pratiques. Alors, qu'est-ce qu'on lui a donné? Qu'est-ce que le système lui a donné comme condition? On lui a donné, comme on appelle, la confession. N'est-ce pas? Il va aller confesser devant un prêtre. Donc, il ne doit pas voir le visage. Donc, il y a un certain anonymat qui intervient encore. Donc, tu vois, tout ça, ce sont des pouvoirs. Mais ce prêtre, après, il va aller faire des sermons. Il va aller faire des discours. Chaque dimanche, il va prêcher. Mais comment ce prêtre, qui a eu du discours, qui a eu toutes les informations possibles sur la manière dont les gens font l'amour, il y a des gens qui disaient certainement qu'ils sont allés tromper les femmes parce que les femmes, elles ne pouvaient pas les satisfaire au lit. Puisque tu es dans l'anonymat de la confession, tu peux dire tout ce que tu veux. Donc, ce prêtre était doté d'un discours. Était doté d'un pouvoir que les autres n'avaient pas parce qu'il avait l'information. C'est là qu'intervient la communication et l'information. Le produit même des relations, qui est l'information. Alors le mec qui soigne les gens juste avec 2 bâtons, mais il a certainement les secrets de son savoir. Mais maintenant, étudier cela, est-ce que ce savoir qu'il détient lui permet de pouvoir définir l'humanité en tant que telle qu'on veut la définir? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est un homme qui a des pouvoirs, qui a des relations à certains objets de la nature, qui peut les manipuler comme il veut, et il les manipule comme il veut. Tu as dit un mot, le pouvoir. Ouais, mais c'est ce que je dis. Et tu as le pouvoir de pouvoir manipuler un certain nombre d'objets, de sorte à faire sortir un discours. Je n'ai pas dit que je ne croyais pas j'ai lu la civilisation Inca, la civilisation des Aztèques, où les gens faisaient les Incas, moi je les avais vu Inca. Et donc, tout ça j'ai lu, il y a même en Afrique, il y a des rites d'initiation, il y a tout cela qui se passe sur des structures formelles. Mais je vais te dire, à parler des rites d'initiation, puisque c'est là-bas que tu m'as mené. Il y a Lévi-Strauss qui a beaucoup travaillé sur ça, surtout avec son livre sur les tropiques, quand il a fait le Brésil. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Lévi-Strauss, c'était un ethnologue, anthropologue français. Et ce Lévi-Strauss, il a travaillé sur ça. Il a travaillé sur les structures qui permettait à ces individus, tu vois, de posséder le pouvoir, comme on appelle sur certains nombres d'objets, ces pouvoirs qui échappent, parce que c'est un pouvoir discrétionnaire qu'il fallait certainement avoir. Mais c'est à travers des structures qu'on a ces pouvoirs. Ils ont le secret de leur pouvoir, parce qu'ils ont la connaissance, ils ont le savoir de leur pouvoir. Tu comprends? Et donc, c'est des gens qui sont initiés. L'initiation, ça existe. L'initiation a un certain nombre de pratiques. Ça existe. L'être humain, c'est un être de chair anthropologique, mais c'est un être humain de conscience.
On ne dit pas que le primat de la conscience, comme on appelle, ne peut pas définir l'homme. Mais on dit simplement que dès lors qu'on veut définir les pratiques qui nous entourent, les objets que nous utilisons pour produire du discours, le discours, quand tu le produis, tu es en communication. Quand tu produis du discours, c'est sûr que ce n'est pas la conscience à elle seule ou l'inconscient à lui seul qui peuvent expliquer le discours qui est produit sur un certain nombre de conditions qui sont mises à l'intention des individus. Et peut-être que moi, je me dis que tu me poserais la question de savoir, mais qui est-ce qui crée ces conditions? Mais personne ne crée ces conditions. Ces conditions sont créées par nos rapports de pouvoir. En tout cas, dans un jeu, dans un champ où la liberté, la pleine liberté est admise comme principe de base. Ouais. C'est un peu dur, et peut-être c'est sur ça qu'on va finir. C'est dur, mais c'est pour dire aussi que moi, ce que moi je pourrais dire par rapport à nos amis qui sont très croyants, qui sont tout cela, que la croyance, même telle que nous la cherchons, c'est pourquoi? Qu'est-ce que nous recherchons en croyant? Qu'est-ce que nous recherchons en croyant à quelqu'un qui n'est pas homme, mais dont la fonction fondamentale serait de nous donner du plaisir, de nous procurer du plaisir? Qu'est-ce qui nous permet d'y aller? C'est parce qu'on n'a pas suffisamment de savoir sur notre existence, de sorte qu'on arrive à se projeter vers un inconnu, vers quelque chose. Pourquoi sa seule fonction, ce serait le plaisir de l'être humain, alors que lui-même n'est pas être humain? Bon, quand tu rentres dans l'histoire de religion, ça devient beaucoup dogmatique. Et donc, non, moi je ne parle même pas de religion, je m'arrête à un être suprême qui n'est pas, qui est différent. Qui n'est pas homme. Qui n'est pas homme, c'est ça? Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas homme ou quoi. J'ai dit qu'il est différent de moi. Oh, mais bien sûr! Ça, c'est une question fondamentale. Ça, c'est un point très fort auquel tu viens de toucher. Le souci de l'autre. Il faut quoi à écrire le souci de l'autre aussi? Mais toi, tu penses pas qu'on a une suprématie devant les chiens par rapport aux chiens? Mais dans ton milieu, dans tes conditions. Mais tu ne penses pas qu'il y a certaines personnes qui sont aussi plus que nous? Certaines personnes, tu dis quoi? Parce que notre chien, on est son maître. Mais le chien, tu es son maître où? Dans son lieu naturel de vie? Ben ouais. Hein? Comment? Non, mais j'ai dit, quand je vis avec les chiens, t'es son maître. Mais c'est pas son lieu naturel de vie. Toi, tu as parlé tout à l'heure de la dispersion, qu'on appelle des espèces, dans la nature. Le chien, tu l'amènes chez toi, tu l'as apprivoisé. Et de tous les animaux qu'on a vus, il y a un certain nombre d'animaux qu'on a vus qui pourraient vivre avec nous à travers un certain nombre de méthodes, de conditions. Mais qui t'a dit que ce n'est pas tous les animaux qui peuvent vivre avec nous? Je crois qu'il y a certains animaux qui ne peuvent pas vivre avec nous, comme nos chiens vivent avec nous. Les piranhas ne peuvent pas vivre avec toi. Tu ne peux pas être ami avec eux. Parce qu'on n'a jamais essayé. Ah ben, mais pourquoi on n'a pas essayé? Peut-être qu'ils ont essayé, mais n'ont pas réussi. Qui? Peut-être que des gens ont essayé. À élever des piranhas, à commencer à jouer avec les piranhas. Non, moi je parle pas de gens, je parle de moi. Parce que ce que toi tu cherches, c'est tout ce que toi tu cherches, c'est la satisfaction de l'être humain. Ah mais ça pose la fin, nous vivons. Ben voilà. Maintenant, si tu penses que l'être humain peut être satisfait de l'être humain, il peut aussi faire l'effort. Parce que la satisfaction, c'est les efforts aussi. Non, mais attends. C'est dont je suis en train de parler. Pour avoir la satisfaction, tu dois faire c'est dont je suis en train de parler, mais la satisfaction, elle doit être rationnelle. Et puis quand on parle des rationalités, ça devient encore un autre sujet. Mais c'est pas sur ça que je vais m'attarder en fait. Quand tu dis, ça va poser le problème, c'est dont tu parles, ça pose la problématique de quoi? La problématique des rapports à nos objets ou à un certain nombre d'espèces vivantes. Mais c'est-à-dire, il faut les mêmes Socrate. Socrate, il a fait toute la distinction entre les gens. J'attends des anciens qui me disent, à l'époque, il y avait nos ancêtres qui avaient comme lion son animal de compagnie. Ouais, c'est normal. Il était dans des conditions. Donc, et là, je dis, est-ce qu'on est obligé, c'est ça aussi que je pose la question, est-ce qu'on est obligé de suivre la nature? Parce qu'aujourd'hui, ça nous dit, on ne peut pas élever normalement, on dit pas avec moi je parle avec son environnement, parce qu'avant l'homme n'avait pas tout ça, n'avait pas toutes ces conditions-là. Peut-être c'était plus moins, je ne sais pas, mais l'homme pouvait quand même vivre avec certains trucs de la nature. Est-ce qu'on est obligé de suivre ces normes-là? Là où on dit, l'homme ne peut pas vivre avec les lions, c'est un animal sauvage. Est-ce qu'on doit suivre cette norme-là? Non, mais personne n'a demandé de suivre une norme. Non, je sais, c'est longtemps. Personne n'a demandé de suivre une norme. Moi, je crois au fait que c'est dans les conditions qui nous présentent les possibilités que l'homme doit pouvoir intervenir. Maintenant, il y a un certain nombre de dangerosités par rapport à soi. Si toi tu estimes que ce lion il est suffisamment apprivoisé, suffisamment conditionné pour que tu puisses vivre avec lui, mais tu vivras avec lui. Tu comprends? Mais si le lion est dans son espace de vie naturelle, à l'étape sauvage, mais quand je dis sauvage, pas de manière négative, mais c'est comme ça, la sauvage c'est par rapport à ce qui n'est pas certainement avec nous. Voilà. Non, par rapport à ce qui n'est pas avec nous. Moi je parle sauvage, c'est pas son comportement. Bon, peut-être. C'est pas les nôtres, mais c'est son comportement. Voilà, par rapport à ça, nous on l'a jugé, on a dit qu'il était sauvage. Mais si tu le prends dans ce milieu naturel, c'est sûr que tu vas pas vivre avec lui. Parce que lui, ne te connaissant pas. Quand il fait une représentation de sa mentalité, de sa conscience, tout à l'heure tu as parlé de conscience et inconscient, il ne peut pas te distinguer. Comme semblable. Non, mais parce qu'on a besoin de savoir, parce qu'on n'a pas assez de savoir. C'est ça, c'est important. Mais c'est ce qu'on dit là même. En fait, voilà, c'est ça. Parce qu'on a besoin d'avoir le savoir. Je sais pas si ça fait super, mais on est obligé d'avoir toujours le savoir pour vivre. C'est ça. Tu as tout compris. Mais c'est pour ça que j'ai demandé. Bon, après, c'est un truc à répéter. Non, je comprends. Mais tu as tout compris parce que. Mais c'est sûr. Tu sais, quand tu es dans une idée, c'est sûr qu'une idée a toujours des limites.
Parce que quand tu dis de saisir l'homme dans sa positivité, dans les conditions, tu lui offres un certain nombre de possibilités de réalisation ou de pratique des objets qui l'entourent, mais il faut que cet homme, il ait le savoir pour pouvoir, soit, parce que tu vas l'amener à un besoin de reconnaissance, il faut qu'il reconnaisse des choses, il faut qu'il les connaisse d'abord avant qu'il les reconnaisse. Mais qu'est-ce qui se passe quand il ne les connaît pas? Il y a une méconnaissance. Ouais. Alors, c'est là que nous on intervient. Qu'est-ce qui a fait que cet homme ne connaît pas ça? Qu'est-ce qui fait l'absence du savoir? Pourquoi les conditions des possibilités n'ont pas été réalisées ou réunies pour que cet être humain puisse avoir ce savoir qui puisse l'amener à se réaliser? C'est parce qu'il y a des conditions de là où ils ont mis l'homme pour ne pas avoir. Mais l'homme, c'est qui a mis l'homme? C'est les gens ou les individus. En fonction d'un certain nombre de savoirs qui les conditionnent ou qui déterminent leur mode de pensée, tu vois, qui déterminent leur mode de pensée, qui choisissent les objets quand ils veulent produire un savoir, quand ils veulent produire un sens. Ils choisissent des objets. Je suis ici, on est en train de discuter, je prends une cigarette et je l'allume. Mais parce que j'ai cette habitude de fumer. Tu comprends? Il y a cette habitude de fumer et je me dis que je peux fumer ici parce que tu m'en as donné l'autorisation. Ben, si tu m'en avais pas donné l'autorisation, je n'étais pas obligé de te le dire, je me serais levé à l'eau balcon et fumé. Mais là, tu vas dire, ah, mais pourquoi il fait ça? Ou, ah, mais il a fait ça. Oh, il a compris. Au moins, j'ai créé, je ne me suis pas exprimé, hein, mais j'ai créé un discours. J'ai dit quelque chose. C'est ça l'homme. L'homme veut toujours avoir la liberté et la connaissance nécessaire pour pouvoir se réaliser. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de ces choses, on dit que tu es philosophe. Et comme les gens ont une idée un peu péjorative de la philosophie, surtout en Afrique, ou de la philosophie parce qu'elle est occidentale, on ne la comprend pas, alors que nous-mêmes on ignore qu'on a des philosophies africaines. Les philosophies, c'est quoi? C'est le savoir. La philosophie, c'est le savoir. Après, moi, je ne prends pas la philosophie quand tu parles de liberté ou qu'on appelle cette... qui ennoblit l'homme, tu parles de ces genres de choses, le rêve, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans les positivités des choses. Dans quelles conditions les gens vivent? Il y a Hannah Arendt, il y a une philosophe allemande aussi qui avait parlé des, comme on appelle, les conditions de réalisation de l'être humain. Elle dit quoi? Elle a pris trois étapes. Je crois qu'il y a la culture, il y a la création, et puis il y a les loisirs, pour que l'homme se réalise. Pour elle, l'homme va se réaliser dans la création de l'ouvrage. Quand il fait une œuvre qui a réussi, qui rencontre l'accord ou, je sais pas, les compliments de tout le monde, il est content. Il est dans la plénitude. Quand l'être, je parle du travail en fait. Maintenant après, quand il a du travail, à travers le travail, il se réalise. Et après, le reste, il va jouer. Peut-être c'est sur ça les gens se sont basés aussi pour dire que les 24 heures, ça fait 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de quoi? De loisir. Tu comprends? Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de théories qui recherchent l'homme. Parce qu'on ne peut jamais finir de rechercher l'homme. Tu as dit, c'est que tu recherches la positivité. Mais non, quand est-ce que tu juges la négativité? Parce que c'est pas comprendre. Non. Quand je dis positivité, quand je dis positivité, il ne faut pas misunderstand it. Quand je dis positivité, ce n'est pas un jugement positif, négatif. Non. La positivité, c'est ce qui est pratique, pragmatique, ce dans quoi on voit l'homme, les conditions. Quand on dit un aspect positif, c'est pas forcément un aspect qualitatif, mais c'est un aspect dans le sens de le présent. Tout à l'heure, je parlais du présent, que le présent, c'est quelque chose de très fondamental, parce que les actions se posent dans le présent, même si l'histoire témoigne de nos actions. Mais les actions, c'est pas dans le présent. Et donc, quand tu saisis, quand tu essaies d'améliorer les conditions de réalisation de ces actions dans le présent, c'est quelque chose de fondamental pour la recherche de l'homme. Voilà. Mais la question fondamentale, c'est que, tu vois, les rapports tels qu'ils sont faits, même si on considère même pas, si on te dit que les rapports de pouvoir se situent au niveau de chaque individu, tu vois, même si on se situe à ce niveau, il faut comprendre qu'il y a une certaine hégémonie, il y a une certaine force de domination qui va émerger. C'est ça, la nature de l'homme. Mais l'homme, il n'est pas contre la contradiction. Il n'est pas contre le fait qu'il y ait plusieurs idées qui tournent autour de son idée, soit pour le contredire, ou soit pour approuver ce qu'il dit. L'homme, il est pour la liberté de s'exprimer et de dire ce qu'il a envie de dire et de vivre comme il a envie de vivre au regard de l'autre. Et tout à l'heure, tu as dit moi. Mais quand il y a un moi, il y a un l'autre. N'est-ce pas? Non, mais moi, j'ai dit la satisfaction est personnelle. Même tu me payes du bien, tu es satisfait aussi, toi. C'est de ça que je suis en train de parler. Ben, c'est pour ça que je parle de moi, je parle d'une seule personne. Je parle de l'homme en tant qu'homme. Voilà, c'est ça. Quand tu es satisfait, quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est parce que tu l'as voulu, que tu as fait du bien. Ou tu es dans des conditions telles que tu ne sois pas obligé, mais que tu sois amené à faire la pratique du bien. Soit un cadeau pour l'anniversaire d'un ami, soit tout ça pour blablabla. Voilà. C'est comme ça. Ce sont des pratiques, ce sont des formations qui existent, des formations spécifiques qui existent, mais qu'on convoque, qu'on utilise, tu vois, ou qu'on exclut pour pouvoir produire du sens. C'est ça. Et donc, pour moi, ça se situe à un niveau théorique, vraiment théorique. Comment concevoir les choses? Comment penser autrement? Tout à l'heure, il a pris le cas de la Chine, dont il se méfierait. Ouais, mais il a raison de se méfier. Parce que quand on ne comprend pas les choses, on se méfie. Tu comprends? Quand tu ne comprends pas les choses, tu te méfies. Il a raison de se méfier. Mais il a raison de dire aussi que les Africains ne doivent pas pouvoir comparer leur satisfaction
au regard de ce qu'ils ont retiré ou de l'expérience de la France. C'est là le présent aussi très important. L'histoire constitue le rétroviseur de notre existence, mais cette histoire ne doit pas se voir que dans une certaine homogénéité, dans une seule direction. Elle doit se voir dans toute cette diversité, de sorte à donner un éclairage, mais vraiment satisfaisant et très pratique à notre présent, qui va nous amener à poser des actes qui rechercheraient ou qui seraient vers la satisfaction de nos besoins. Bon, besoins, mais qui seraient un peu vers la réalisation de la satisfaction. Tu vois? Et donc c'est ça, quoi. C'est ça. Moi, je me dis, c'est toujours ça, et puis c'est tout ça.